Comment ils vont? Ça vous surprend de voir Aston Martin à ce niveau? Je comprends. Sur ce début de saison, il montre une performance incroyable. Podium lors du premier Grand Prix à la régulière, c'est quand même fou, surtout quand on sait d'où ils viennent. Je vous rappelle qu'en 2022, Aston Martin c'est P7. Le bond est donc énorme et c'est une surprise, mais on aurait pu le voir venir. Alors bien entendu, il n'y a eu qu'un Grand Prix et je garde ça en tête, rassurez-vous, mais la progression est incroyable et le potentiel est là. Dans cette vidéo, je vous explique donc comment ils ont fait pour avoir cette perf et pourquoi cette Aston Martin pourrait faire bien plus mal cette saison. Allez, on en parle. Et abonne-toi parce que vous êtes encore 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Pour le référencement et la motive, ça m'aide beaucoup. Donc clique sur le bouton rouge et la clochette et passe une bonne vidéo. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette Aston Martin est bien née. Alors on le sait depuis cet hiver en soi, mais il y avait des doutes. Aux essais hivernaux, Alonso disait s'attendre à retrouver la réalité après les tests. Je vous rappelle qu'il y a eu une hype folle sur Aston pendant les 3 sessions d'essais de pré-saison. Et bien en fait, il s'avère que c'est bien la réalité. Lui-même avait déclaré qu'ils avaient fait des simulations de course en même temps que Ferrari et qu'ils étaient meilleurs qu'eux. On l'a traité de menteur et au mieux d'optimiste. La course à Bahreïn a montré que ce n'était pas du bluff. Après encore une fois, attention, dans cette vidéo on analyse comment ils ont fait, pourquoi ils sont là, en gardant en tête que c'est le premier Grand Prix et que Bahreïn est un tracé abrasif et pas le plus significatif. Ce que je vois moi, au-delà du podium de Fernando, c'est l'immense bond en avant qu'a réussi à réaliser Aston Martin. Rendez-vous compte d'où ça part et d'où on arrive. De P7 l'an dernier à P3 au premier Grand Prix, à la régulière. Encore une fois, Charles garde probablement P3 s'il ne casse pas, mais il casse, contrairement à la voiture verte. Il l'a dit lui-même d'ailleurs, il aurait certainement réussi à le contenir dans ce contexte, mais que cette donnée était biaisée par le mauvais départ de Fernando. En fait, cette voiture, comme on le répète depuis des semaines maintenant, elle est très forte dans la conservation de ses gommes. Ce qui est complètement fou, c'est que dans ce secteur-là, en tout cas le week-end dernier, elle est presque au niveau de la Red Bull. Regardez ce qu'en a dit Carlos Sainz. Clairement, Red Bull et Aston Martin font des choses avec les pneus que nous ne comprenons pas bien. Alors encore une fois, il faudra voir ce que la Ferrari fait sur les circuits moins abrasifs et comment l'Aston répondra, mais cette déclat est quand même un sacré aveu de faiblesse. En tout cas, ça montre qu'Aston a fait du très bon boulot sur cette voiture. Après, encore une fois, attention, cette voiture est loin d'être parfaite sur le papier. Elle a un peu traîné, ce qui explique que probablement sa perf en qualif, mais la base a l'air très solide. Il suffit de voir ce qu'en a dit Hamilton pour comprendre qu'ils ont été très bons dans l'optimisation du plan. Écoutez ce qu'il a dit. La moitié de leurs voitures viennent chez nous et ils utilisent notre soufflerie, donc nous avons du travail à faire. C'est vrai que pour eux, de ce point de vue, c'est dur. Quand tu vois l'écart de perf entre Alonso et Hamilton sur les longs relais, hallucinant. Donc cette voiture constitue une très bonne base pour la saison, c'est acté, et contrairement à ce que j'ai vu dans les commentaires du débrief, je pense qu'il n'est pas juste de dire qu'ils ont copié. Cette voiture est inspirée de la Red Bull, je vous entends, mais est-ce que c'est pas normal? Son créateur a été le poulain d'Adrian Newey pendant des années, il est biberonné par son mentor, et au-delà de ça, est-ce que c'est pas normal d'aller dans le sens d'un concept qui fonctionne? Les fans de Mercedes, là j'ai une question pour vous. Est-ce que vous préférez une Mercedes qui utilise son propre concept mais qui fait P5? Ou une W14 qui s'inspire de la Red Bull mais qui se bat pour la victoire? Dites-moi en commentaire, mais pour moi c'est vite vu. En plus, c'est ça la Formule 1. Les meilleurs innovent, et ceux qui ont raté le coche reproduisent. En fait, le problème ici, c'est le précédent Racing Point qui, eux, avaient copié la Mercedes. Et comme c'est la même équipe, le procès est facile. D'ailleurs, sachez que l'ingénieur qui avait sorti la Mercedes Rose, il est parti. Donc pour moi, il faut essayer de sortir de ce prisme de triche là. Parce que quand une réglementation commence à prendre de l'âge, les concepts innovants se réduisent et on se tourne vers ceux qui marchent, tout simplement. Pour en terminer avec la voiture, on peut tout bonnement dire qu'ils ont fait un gros boulot dessus depuis la saison dernière. Ils ont changé 95% du bolide et pour le moment, ils n'ont eu que des bonnes surprises. Dan Fallows l'a dit, cet hiver, elle a atteint tous les objectifs de développement. Elle est prévisible. Et vu le langage corporel global chez eux et ce qui en est dit dans le paddock, j'ai hâte de voir la suite. Une des raisons principales de la réussite d'Aston sur cette voiture, si ce n'est la plus importante, c'est le recrutement. Chez les Verts, on n'a pas eu peur d'aller chercher les meilleurs. En premier lieu, on a été chercher Dan Fallows, j'en ai parlé à plusieurs reprises, ancien chef de l'aéro chez Red Bull et donc second d'Adrian Newey. Il a rejoint Aston l'an dernier et c'est cette année qu'on voit le fruit de son travail. Alors il avait déjà imposé une aéro à la Red Bull dès Barcelone, mais impossible d'intégrer correctement ce package sur une voiture pas prévue pour. Il a donc fallu apprendre et tout reprendre, ce qui a été fait et pas qu'à moitié. 95% du concept, je vous le rappelle, et ça a l'air de marcher. Bref, Dan Fallows, directeur technique. Ensuite, il y a une tête bien connue des aficionados de la F1, Martin Whitmarsh. J'avoue, j'ai envie de l'appeler Aston Martin Whitmarsh, mais je vais me retenir. Trop tard. Lui, c'est un ancien haut responsable de chez McLaren, puisqu'il en a été le CEO, bras droit de Ron Dennis, et on peut dire que quand Ron Dennis a pris du recul avec l'écurie, c'est lui qui en a pris les rênes. Il a bossé avec eux jusqu'en 2014 et a été recruté par Aston Martin en 2021 comme directeur général du groupe Performance Technology, qui englobe donc toutes les activités de la marque sur la Formule 1. Ensuite, il y a Eric Blandin, le nouveau directeur technique adjoint, qui vient lui de chez Mercedes, chef de l'aéro lui aussi. Oui, je sais, ça clique dans votre tête là. Chez Aston Martin maintenant, il y a l'ancien chef de l'aéro de Red Bull, plus l'ancien chef de l'aéro de Mercedes. Vous comprenez mieux d'où elle vient cette voiture? Il y a aussi Luca Furbetto, directeur de l'ingénierie. Lui, il a bossé chez McLaren, Toro Rosso et plus récemment Alfa Romeo,
où il était designer en chef. Belle recrue aussi. Enfin, leur nouveau responsable des opérations techniques s'appelle Andrew Alessi, et il arrive tout droit de chez Red Bull. Bon, son annonce à lui, elle a été faite il y a 2 ans, mais il fait partie de la liste des recrutements importants de l'équipe. Vous l'aurez compris, le recrutement a été massif, mais pas que sur les postes à haute responsabilité. Depuis le rachat de l'équipe par Lawrence Stroll et compagnie en 2018, chez Aston, ils sont passés de 400 à 700 personnes. D'ailleurs, Helmut Marko l'a dit, il n'y a pas que Dan Fallows et Andrew Alessi qui sont partis de chez eux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que c'est aussi vraiment intéressant de creuser à ce niveau-là, pour comprendre leur progression. On est sur un beau recrutement, il n'y a pas à dire. D'ailleurs, Fernando Alonso a dit que le talent présent dans cette équipe était inédit en Formule 1. Carrément. Bon, il en fait un peu trop comme d'hab, mais venant de lui, il faut le noter. Personnellement, ce que je trouve intéressant dans cette équipe, c'est que c'est un mix de l'ex Racing Point Force India qui avait l'habitude de surperformer. Je vous rappelle qu'avant les budgets de cap, ils sortaient régulièrement des résultats supérieurs à leur budget, et de certains des plus grands talents de la grille. Donc quand on voit ça, on comprend d'où ça vient. Aston Martin, c'est peut-être pas un coup de chance, c'est peut-être juste les bonnes personnes au bon moment, ensemble. Vous le savez, en F1, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Malgré les budgets de cap d'ailleurs qui ne concernent pas tout. Et de l'argent, Aston Martin en a beaucoup. Enfin, pas mal. On le sait, Lawrence Stroll, il n'est pas là pour rigoler, et on peut dire qu'il n'est pas timide. En fait, son objectif, il est simple, faire d'Aston Martin la meilleure écurie du plateau. Il veut donc être champion du monde, rapidement. Définir rapidement, s'il te plaît. 2026 ? À la base, c'est ça. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, ça pourrait arriver avant. Et oui, on le voit en ce début de saison, Aston Martin a une vraie force de frappe au niveau aéro, a l'air de maintenant maîtriser sa relation avec Mercedes. Donc vous savez ce qu'on dit, maintenant il n'y a plus qu'à. Écoutez Fernando Alonso. Je pense que si vous avez la vision et l'ambition de Lawrence Stroll, ainsi que le leadership de notre management, vous pouvez saisir les opportunités, qui d'ailleurs sont là pour tout le monde. Très juste. Parce que comme je le disais, chez Aston, on n'a pas froid aux yeux. Et oui, c'est en mars 2021 que Stroll a annoncé un plan sur 5 ans pour qu'il joue le titre mondial. En fait, ils sont en train d'investir massivement pour devenir indépendants de Mercedes sur le maximum de plans, et ça se matérialise de plus en plus vite. Ils construisent en ce moment une nouvelle usine, et selon eux, ça va changer la donne. Basée à Silverstone et faisant plus de 37 000 m², elle devrait être ultra moderne. Bon, elle coûte 230 millions d'euros, j'espère bien qu'elle va être à la pointe. Elle est construite en 3 parties et tenez-vous bien, la principale devrait être opérationnelle dès mai 2023. C'est là que les futurs monoplaces seront conçus, et c'est de là qu'on mènera les opérations les plus importantes pour l'écurie. Le deuxième bâtiment, c'est la soufflerie, qui elle devrait être opérationnelle fin 2024. Bon, depuis le temps qu'on en parle, vous le savez, la soufflerie c'est très important. Et enfin, la troisième partie de cette usine, le moins important disons, c'est pour les événements, l'accueil des clients, etc. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que pour cette usine, Lawrence Stroll a déclaré qu'il voulait faire l'exact inverse de Ron Dennis, c'est-à-dire privilégier le côté pratique à l'esthétique. Tu préfères avoir une belle usine et une voiture qui rame, ou une usine pratique et une voiture qui joue les premiers rôles? D'ailleurs, il a été demandé à Mike Crack si cette usine serait la meilleure d'une écurie de F1, et il a répondu que la réponse était facile, c'est-à-dire oui. Vous l'aurez compris, la voiture de cette année a donc été le dernier modèle conçu dans l'ancienne usine. Celle de 2024 sera faite dans la nouvelle, mais la soufflerie utilisée sera toujours celle de Mercedes. Et à partir de l'AMR 25 donc, c'est leur propre soufflerie qui sera mise à l'épreuve. Alors toute cette histoire d'usine, d'investissement, tout ça, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais honnêtement, c'est très important. Ils auront de l'autonomie, des outils à la pointe. Bref, il va falloir les suivre attentivement de ce côté-là. Maintenant qu'on sait que leur base est solide, est-ce qu'ils peuvent faire encore mieux? En fait, je me pose cette question parce que j'ai vu la confiance dans cette équipe. J'ai entendu Fernando dire qu'il n'en était pas encore complètement satisfait, et je l'ai aussi entendu dire ça. Ce n'est pas la voiture finale, c'est le départ de ce concept que nous avons conçu cet hiver. Je pense que les top teams ont juste gardé leur concept de l'an dernier. Pour nous, c'est différent puisque nous avons changé 95% de la voiture. Il y a donc des choses à apprendre, et nous pourrions encore progresser. Il y a des secteurs où nous pouvons nous améliorer, mais je ne vous les partagerai pas. Le plus important, c'est que cette voiture est toute nouvelle. C'est juste le début du projet. Première info ici, la performance de la voiture telle qu'elle n'est selon eux pas encore optimale, ce qui veut dire qu'il y a encore de la marge, et c'est normal, c'est que le premier Grand Prix. Ensuite, j'ai aussi entendu Dan Fallows dire qu'ils avaient un programme de développement très agressif dans la saison. Je sais qu'ils ont été excellents cet hiver, donc j'ai pas vraiment de raison de douter de leur capacité à la développer, surtout que comme l'a dit Alonso, les autres améliorent leur voiture mais ont potentiellement moins de marge de progression, étant donné qu'ils exploitent un concept qu'ils connaissent. Intéressant ça. Maintenant, ajoutons à ça un truc qui me semble important dans l'optique de cette saison. Vous vous souvenez de l'allocation du temps de soufflerie en fonction du classement de l'année d'avant? On en avait beaucoup parlé au moment des sanctions de Red Bull, là, par rapport au budget de cap. Avant de balayer l'idée d'un revers de main parce que Red Bull est devant, attendez 2 minutes. Vous allez me dire que ça n'a pas d'impact, je sais, mais non seulement dans leur cas on ne saura vraiment que dans plusieurs mois ou en 2024, mais en plus dans le cas des Verts, on ne parle pas des mêmes chiffres. Aston Martin l'an dernier, ils ont terminé P7, et P7 c'est justement la base 100 du système. Vous vous en rappelez peut-être, mais l'allocation elle est réduite de 5% par place au championnat. Donc par rapport à Aston, Alfa Romeo a 5% de moins, McLaren 10, Alpine 15, Mercedes 20, Ferrari 25 et Red Bull 30 sur le papier, puisqu'avec leur pénalité de 10%, ils tombent à 63%.
Pour plus d'infos, je vous renvoie vers la vidéo en question. La conclusion est donc simple, Aston Martin dispose de sa base que tout le monde qualifie de très bonne, et elle a 20% d'allocation de plus que Mercedes, 25 de plus que Ferrari, et 37 de plus que Red Bull. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, il est très difficile de tirer des conclusions aussitôt dans la saison, même si dans mon avis, dans la section suivante, on en parle plus en détail. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pouvoir mettre à profit leur stratégie agressive. Quand il va s'agir de développer ce concept qui a été si prometteur lors du premier Grand Prix, ils vont avoir de la marge sur les autres, grâce à leur saison 2022. Alors encore une fois, attention, cette allocation du temps en soufflerie, les conséquences, on les voit souvent à moyen terme. Mais en vrai, dans leur position, c'est open bar. Autant se le dire, ils se poseront beaucoup moins de questions quand ils auront besoin de sortir une pièce. Si leurs ingénieurs sont bons, il y a moyen que cette voiture s'améliore très vite. En fait, ici, tout va dépendre de leur capacité à exploiter ce temps en soufflerie pendant la saison, et surtout de comment leurs concurrents exploitent le leur. Si les autres touchent le plafond et qu'ils ont de la marge, ils pourront soit pousser leur concept 2023, soit avancer sur celui de 2024. Dans tous les cas, c'est positif. Maintenant, est-ce qu'ils seront capables de gagner dès 2023? Probablement pas à la régulière, mais tout est possible. Regardez ce qu'a dit Fernando Alonso quand on lui a demandé s'il pensait pouvoir gagner cette année. Je dirais toujours oui, car si vous êtes P3 sur la première course, il y a 22 opportunités de gagner cette saison. Donc tout peut arriver. D'ailleurs, c'est pas le seul à le penser, puisque la question a été posée à Max, et il a dit avoir déjà eu une voiture finissant à 40 secondes du leader, et que ça ne l'avait pas empêché de gagner 2-3 courses. Vous les voyez gagner un Grand Prix en 2023, vous? Mon avis sur le sujet Aston Martin en ce début de saison. D'abord, attention aux conclusions hâtives. On a vu des essais et une seule course, les deux sur le même circuit. Autant se le dire, la vérité de Bahreïn n'est pas forcément la même ailleurs. Surtout qu'au vu de ses caractéristiques, le tracé peut avoir mis en avant les qualités de cette voiture. Après, la réalité, c'est que même s'ils ne gardent pas cette P2 au championnat, ce qu'ils ont montré est une validation de fou pour le projet de Lawrence Stroll. Ils ont produit une voiture incroyable avec leurs seules ressources immatérielles. Et ça veut tout dire. Franchement les gars, je reste sidéré par le gap entre l'an dernier et cette année. Sur la timeline initiale, ils ont gagné 2 ans, et c'est un travail qui selon moi est hallucinant. Si on regarde bien, ils pourraient être la première équipe à briser le plafond de verre du midfield, et si ça se confirme, c'est beau parce que c'est jamais arrivé. En vrai, s'ils confirment le niveau, c'est super dur pour McLaren et Alpine. Quand tu vois les objectifs de ces écuries et qu'ils n'y arrivent pas, en tout cas pas aussi vite, tu te dis qu'Aston a ouvert la voie, et vu ce qui s'est passé l'an dernier, ça fait un peu mal. Alors je sais que certains me diront que l'an dernier c'était P3 après le premier Grand Prix, qu'Alfa Romeo avait montré des trucs très solides. Et je suis d'accord, mais ça reste différent au niveau du projet. L'an dernier, les 2 Red Bull avaient abandonné et au-delà de ça, on peut pas comparer. Chez Aston, il y a l'air d'avoir du fond et en soi, ça fait des années qu'on en parle. Ils veulent imiter le modèle Red Bull du début des années 2000 avec des objectifs similaires. Alors est-ce qu'ils vont y arriver? Il est bien trop tôt pour le dire, d'autant plus qu'ils pourraient avoir des accros. Les pilotes pourraient casser et donc faire en sorte que l'équipe doive réparer au lieu de développer. Ils pourraient souffrir de problèmes internes avec un Fernando Alonso qui évolue au sein même de l'équipe de son coéquipier. Donc dans une saison, tout peut arriver, mais ce qui est sûr, c'est que leur base a l'air solide. Personnellement, sachez que malgré le fait que Fernando ait toujours été le pilote que je supporte et que j'ai envie de le voir au top, j'apprécie pas beaucoup l'équipe Aston Martin. En fait, depuis le début, je suis pas fan de la gestion et du management. Mais bon, objectivement, il faut dire que ça a l'air de marcher, donc je m'incline. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir comment ils vont marcher tout au long de la saison, et je l'avoue, ce projet m'intrigue beaucoup. Vous en dites quoi de tout ça, vous ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du projet Aston Martin. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!